aux cailloux. Et là aussi, on a un exemple d'archives, donc d'archives de pierre. Et comme pour le manuscrit de Mario, il faut des gens qui sachent les décrypter et lire ce qu'il y a dedans. Mais donc dans une pierre, qu'est-ce qu'il y a écrit? Eh bien, il y a des choses qui sont inscrites dans cette mémoire. Les fossiles qui vont donner une indication sur l'âge. Là, ici, on a 1911. Donc éventuellement la personne qui a gravé. Et puis, comme dans les arbres, on a des indications sur le temps. Vous voyez, le 11 août 1911, il faisait de la grêle. Voilà. Donc le 27 octobre 1911, c'est une date importante. Le 27 octobre, c'est mon anniversaire, mais pas 1911. J'aime les vieilles choses, mais je n'en suis pas encore là. Alors, je vais vous parler d'une histoire du bois qui est plus ancienne que celle que vous avez présentée, Lisa, mais d'une période qui date de la fin, de la suite de l'âge de glace. Vous savez, au Quaternaire, il a fait souvent très froid, avec d'énormes développements de glaciers. Je vous vais parler de la suite. Alors, pourquoi vous parler de la suite? Tout simplement parce que les arbres que l'on connaît aujourd'hui, ce sont les descendants de ces arbres qui ont colonisé les paysages depuis quasiment 11 000 ans jusqu'à nos jours et qui s'adaptent à l'évolution du milieu. Alors, c'est un travail qui remonte à près d'une dizaine d'années, voire plus. Donc, avec une équipe qui est constituée, vous retrouvez l'Institut méditerranéen dont vous a parlé Lisa tout à l'heure, avec Cécile Miramont, Frédéric Guibal, vous avez déjà vu tout à l'heure, et Olivier Sivan qui travaille à l'INRAP. Sivan aussi, c'est un nom local. Voilà, donc c'est des travaux qui sont, que l'on fait connaître à différentes échelles, locales, internationales. Ici, c'est le dernier travail qui était présenté à un congrès de l'Association paléontologique française à Toulouse. Alors, subfossile, c'est quoi? Subfossiles, c'est des arbres qui sont vieux, qui ont commencé à se transformer, mais pas suffisamment pour être de vrais fossiles. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? À l'odeur, c'est pour ça que j'ai parlé des sniffs fossiles. On les sent et on trouve une odeur tout à fait particulière qui est liée à l'évolution de la matière organique qui est restée piégée pendant longtemps. Alors, les différents secteurs d'études, vous voyez autour de Digne, il y a quelques étoiles, c'est le travail qu'on a mené depuis quelques années, et puis de nombreuses étoiles sur la partie Ubaye, et puis la partie un petit peu plus à l'ouest, dans le secteur du Laragné, de la Motte-Turiès, et puis jusque dans le Drac. Donc il y a eu 2 études importantes qui ont été menées, notamment par Cécile Miramont lors de sa thèse dans les années 90, et ensuite d'Olivier Sivan qui a soutenu sa thèse en 2002. Alors ces études ont été soutenues dernièrement par le Conseil régional dans le cadre d'une collaboration entre la Réserve naturelle géologique de Provence et l'Université d'Aix-Marseille. Alors un exemple d'arbres subfossiles que l'on trouve en Haute-Ubaye, vous voyez ici dans le cadre rouge, vous avez des arbres qui sont debout et qui sont datés à 8000 ans BP. Alors BP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est before present, avant le présent. Et donc le présent pour les géologues, les archéologues, c'est 1950. Donc chaque fois que vous avez 8000 BP, c'est 8000 ans avant 1950. Pas aujourd'hui, mais voilà, c'est notre date repère. Alors ici, un autre arbre, vous voyez, qui peuvent être très grands. Celui-là, il est à 9000 ans BP. Et voilà, il fait presque 3 mètres de haut. Vous avez Olivier Sivan à côté. Donc certains de ces arbres-là sont encore debout, enracinés. Alors, Cécile Miramont a travaillé dans le secteur du Laragné. Je vous présente d'abord le secteur de Laragne, qui est tout à fait typique des environnements qui permettent le piégeage d'arbres subfossiles. Donc ces versants, on les reconnaît parce qu'ils sont souvent dominés par une barre calcaire. On a ça chez nous. Depuis la barre, on a en dessous donc, des environnements marneux qui ont été entaillés par l'érosion et sur lesquels sont édifiés ce qu'on appelle des glacis. Alors ces glacis déboulis couvraient l'ensemble des versants et vous voyez, ça s'arrête là, comme ça, hop, suspendu au-dessus des vallées actuelles, tout simplement parce qu'autrefois, ces glacis pléistocènes, qui ont au moins 20 000 ans, voire 100 000 ans et plus, se raccordaient à la vallée qui était beaucoup plus haut. Donc, après les périodes de glaciation, il y a une grosse période d'incision qui a entaillé ces glacis et qui ont fait apparaître les fameuses robines
et qui ont entaillé là-dedans. Donc dès l'instant où on enlève ces marnes, eh bien ces marnes vont se retrouver un petit peu plus bas et vont colmater les périodes, les zones en dessous. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver des arbres qui se sont fait piéger, qui sont fait ensevelir par des coulées de boue ou des arrivées torrentielles. Et donc ces dépôts de remblaiement sont datés entre ce qu'on appelle le tardiglaciaire, donc juste tout à fait à la fin de la dernière glaciation, jusque dans les périodes holocènes où nous sommes toujours. Donc vous avez des datations qui sont indiquées. Et les étoiles rouges, ce sont des endroits où on a trouvé des arbres. Alors voici à quoi ressemblent ces arbres. Vous avez encore des arbres en place, à 8000 ans. Et vous voyez ces espèces de terre noire qui arrivent en bas, qui ont été transportées depuis les versants. Alors je reviens sur le paysage local, puisqu'on va retrouver bien tout simplement notre... voilà, donc ici Blégier. Vous avez la barre calcaire qu'on retrouve au-dessus, la partie marneuse avec ces terres noires, les glacis qui s'arrêtent là, suspendus. Ben, il faut imaginer la Bléone qui était à ce niveau-là, qui se raccordait au glacis des Goulis, et les incisions qui ont entaillé là-dedans et qui ont mis les déblais vers le bas, transportés à nouveau par la Bléone. Alors je ne vous propose pas de faire un grand trou sous l'église pour voir s'il n'y a pas des arbres fossiles. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé, donc ayez l'œil, on ne sait jamais, au bord de la Bléone, il pourrait en sortir. Alors ces arbres subfossiles anciens, généralement, les plus fréquents, ce sont des pins sylvestres. Pourquoi? Parce que ce sont des espèces pionnières. Donc ce sont elles qui vont, dès l'instant où il va commencer, où la glace est partie, où on va trouver des sols qui vont commencer à se former, ce sont eux qui vont coloniser les paysages, ils ne sont pas trop difficiles. Et une fois que ces arbres-là sont implantés, ils vont aussi permettre à d'autres de prendre la suite. Alors, ces dernières années, on a fait un travail tout à fait remarquable sur le massif des Monges. C'est pas très loin d'ici, mais ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans le temps, puisque je vous ai parlé de quelque chose comme 11 000 ans. Donc, un 27 octobre, le jour de mon anniversaire, je m'en allais promener sur le massif des Monges. Et je me disais, ben tiens, voilà, je regarde vers l'ouest. Ici, ben, on est dans le secteur de Sisteron. Sisteron, c'est ici, derrière la montagne de Lure. Et donc, ce grand cirque rocheux surplombe une vallée qui regarde vers Thouars. Et vous avez ici les terres noires, vous avez ici ces grands glacis ébouleux qui se raccordaient au torrent, et les entailles qui ont été creusées par les torrents actuels. Et vers le bas, ben, des dépôts qui sont amenés par des glissements de terrain ou l'activité des torrents. Donc bien sûr, il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas d'arbres, et bien sûr, il y avait des arbres. Alors vous voyez, on est en paysage de pelouse, où il n'y a pas un arbre, ou très très peu, quelques petits machins qui essaient de s'accrocher, et cet arbre-là, mais qui n'avait rien à faire à cette altitude, en tout cas aujourd'hui. Donc on s'est dit, Kézakeu. Alors Kézakeu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait, comme Lisa, on fait des tranches, et puis on fait aussi des datations, donc au carbone 14, pour avoir la datation précise, parce qu'on ne sait pas l'âge que ça a plusieurs milliers d'années, mais on ne peut pas comparer avec des arbres vivants. Donc l'équipe scientifique est venue, et nous avons recensé l'ensemble des arbres autour de ce torrent, le torrent du Bastier. C'est pour ça que vous voyez le Baste 10, Baste 30. On a échantillonné, en tout cas on a repéré une quarantaine d'arbres, depuis le plus haut, qui était ici, celui que vous avez vu tout à l'heure, il est là, et jusqu'en bas de la vallée. Tout en demandant bien sûr l'autorisation des propriétaires, puisqu'on est toujours chez quelqu'un, donc Madame Pécoul de Fessal, et puis de Fessal, et puis l'ONF, pour quelques-uns. Donc cette étude a permis de mettre en évidence quelque chose de tout à fait remarquable, à l'échelle des Alpes du Sud, c'est-à-dire un site qui offre plusieurs espèces d'arbres. Alors en rouge c'est les pins, pardon, en vert les sapins, vous voyez qu'ils sont un petit peu plus hauts, et puis en bleu, je ne vais pas dire les mélèzes, on n'en a trouvé qu'un, le mélèze des Monges. Alors ça c'est toujours amusant lorsqu'on peut dater les arbres. Les plus vieux, ce sont toujours les pins sylvestres, systématiquement. Et cette fois-ci, dans la partie basse des pentes. Donc vous avez ici, Brice, un des techniciens de la réserve, donc qui est en train de tronçonner ces arbres-là, vous voyez, qui sont encore sur pied, et qui se trouvent dans un niveau qui est plus bas que le niveau des petits pins sylvestres d'aujourd'hui. Vous en avez un là.
Donc c'est toutes ces arrivées par le torrent qui ont enfoui ces arbres et qui ont permis leur fossilisation. Alors là, j'étais contente parce que c'est mon premier sapin. Hein, donc ça, c'est un sapin qui fait 1,50 m de haut et il a encore son écorce. Donc c'est un arbre qui a 6000 BP, donc un petit peu plus de 4000 ans, et donc qui a encore son écorce. Donc ça veut dire qu'en fait, le mètre 50 qu'on voit de l'arbre qui a toute son écorce, eh bien, il y a eu un ensevelissement par une décharge torrentielle importante, donc qui a amené 1,50 m au moins de sédiments, et qui a fait mourir l'arbre. Donc l'arbre, il s'est trouvé enfoui, et il est resté intact, on a encore ses racines en dessous, son écorce. Hein, donc ça, c'est tout à fait remarquable, et donc c'est le travail ultérieur du torrent qui l'a dégagé aujourd'hui. Donc voici notre arbre, ça c'est un pin sylvestre. Donc on fait toujours comme avec Lisa, on les coupe en tranches. Ces arbres, une fois qu'ils arrivent à l'air libre, ils risquent d'être perdus, hein, parce qu'ils vont s'altérer rapidement, ils sont plus protégés. Et donc on fait exactement le travail de Lisa, on étudie les cernes, et donc on peut faire des séries de cernes sur différents arbres, sur les différentes espèces. Et donc lorsqu'on va se retrouver avec suffisamment de pins sylvestres, par exemple, on va pouvoir comparer d'arbre en arbre, de tranche en tranche, les séquences qu'ils nous proposent. Et donc ça va nous permettre de faire des chronologies moyennes. Donc ici sur la base de 5 arbres, eh bien, on arrive à avoir une chronologie sur 200 ans, parce qu'un seul arbre n'y suffirait pas. Donc vous voyez, on est à presque moins 11 000 ans à un bout de l'échelle. On est autour, on le verra tout à l'heure, on a des datations à 1200 ans. Donc si on avait tous les arbres, on arriverait à avoir une chronologie complète. Et donc, ah ben là, ça c'est notre repère. Hein, donc, ici, on a un pic qui est important. Et donc, on va retrouver partout. Donc, il y a un pic, après il y a une baisse, après il y a une remontée. Hein, et donc, ce rythme-là, on va le retrouver. Tic, 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 tic. Alors, les datations au carbone 14 coûtent très cher. Donc, on va le faire. On va avoir ici, ben, vous avez l'arbre qui a été daté avec son étoile. On va dater ce morceau d'arbre. Donc ces cernes-là vont être datées précisément. Et une fois qu'on a ce repère, on va essayer avec les autres arbres de trouver des repères pour faire ces chronologies. Hein, on ne va pas dater tous les arbres, c'est trop cher. Et donc dès l'instant où on va avoir des repères d'arbre en arbre, ben, on arrive à dater des groupes d'arbres. Et donc ça nous a permis justement, avec espèce par espèce, datation par datation, ou comparaison grâce aux cernes, de faire un point sur l'ensemble des arbres qu'on avait dans cette vallée. Donc on a des sapins, les pins rouges, qui sont en bas à 10 000 et quelques before présents. Après vous avez des séries un petit peu violettes qui sont des pins à 7009. Un petit peu plus haut, ben, on va avoir des sapins. Il y a 2 générations de sapins. Le vert à 5006 et l'orange est à 4005. Alors ça c'est intéressant, puis notre petit mélèze là à 6005. Alors ça c'est intéressant parce qu'à l'échelle d'une région, on se rend compte qu'il y a des périodes où on a développement par exemple des sapinières, notamment autour de 4005 avant le présent. Donc on va pouvoir comparer d'un site à l'autre à l'échelle de la région et avoir des informations complémentaires. Et puis il y a des dates qui reviennent systématiquement, par exemple les pins à 7009. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas simplement une crise locale qui va enfouir nos arbres à cet âge-là, mais c'est une crise qui affecte, par exemple, les Alpes du Sud. On a à cette époque-là une crise climatique avec beaucoup plus de pluie, et donc qui génère des glissements de terrain et de la torrentialité, et qui vont piéger à l'échelle d'une large région quantité d'arbres. Et donc ça va nous faire des repères régionaux et nous aider à faire des corrélations de région à région. Voilà. Hein, donc à l'échelle d'un petit ravin, avec les différentes générations d'arbres, je ne vous donne pas toute l'explication, mais on arrive à reconstituer l'évolution du paysage avec les différentes phases d'érosion, de développement d'arbres et d'érosion et de piégeage d'arbres par la suite. Hein. Donc on peut le faire à l'échelle de vallées, mais on peut le faire en comparant vallée par vallée. Et donc ça c'est important de repérer chaque niveau d'arbre
parce que chaque niveau d'arbre, chaque couche a un arbre, a un âge et peut-être un couvert forestier différent. Alors nous, on a des arbres, vous avez un truc bizarre là, ne vous inquiétez pas, et ça veut dire qu'on corrèle les données qu'on a avec les arbres, avec par exemple des données qu'on a avec des pollens dans des tourbières ou dans des lacs. Alors le massif des Monges, il est juste là, dans les nuages, et de l'autre côté, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, on se retrouve à Barle, dans lequel un étudiant, donc déjà dans la fin des années 80, avait repéré des arbres subfossiles. Vous avez ici Cécile Miramont à côté d'un tronc d'arbre qui a été transporté par une coulée boueuse, et sur la droite des arbres encore en place, tout du pin sylvestre. 2 générations d'arbres, 7009, je vous ai parlé de 7009 tout à l'heure, on le retrouve dans l'autre vallée à côté, et 3004, donc là c'est un petit peu plus jeune. Alors on va revenir à Mario quand même, parce qu'on a parlé du manuscrit de Mario. Donc moi je vous invite à une mémoire plus ancienne dans la haute vallée du Galèbre, où il existe des restes d'arbres subfossiles. Donc ce travail est en cours, on n'a pas toutes les datations. Vous voyez sur la gauche des petits rataillons de pin sylvestre, et puis là quelque chose qui est un petit peu plus gros. Eh bien c'est un pin sylvestre, donc c'en était un qui avait colonisé le pays, je ne sais pas à quel âge, puisque je ne l'ai pas daté celui-là, mais accessible. Et puis dans un autre ravin, du sapin, celui-ci, qui était daté à 4009. Donc vous voyez, on est dans des âges qui sont un petit peu comparables à ce que l'on a dans les Monges. Donc arbre par arbre, on va essayer de constituer ce référentiel pour pouvoir avoir des indications et comparer avec ce qu'on a sur d'autres massifs proches ou plus lointains. Je vous donne rapidement un autre exemple. Donc là, on est sous la barre des Dourbes à côté de Tignes. Vous voyez, les pins sylvestres, ils s'accrochent, donc ils sont en train de coloniser un milieu qui n'est pas vraiment sympathique, avec d'énormes écroulements. Donc on se balade là-dedans, pas forcément pour chercher les champignons, mais quand on cherche, on trouve. Donc j'étais tombée, sans me casser la figure cette fois-ci, sur un tronc d'arbre. Vous voyez mon petit marteau là à côté, 30 cm. Alors je me suis dit, bah, tiens, celui-là, il n'a pas l'air tout neuf. Avec mon petit marteau, j'ai essayé d'en arracher des bouts, il était très très dur, et il était tout noir, donc carbonisé. Et on l'a fait dater, et il est daté de 4000 before présent, et surtout c'est du chêne. C'était mon premier chêne, j'étais fort contente. Et pas que moi d'ailleurs, puisqu'en fait c'est le premier reste de feuillus que l'on connaisse sous forme d'arbres subfossiles. Hein, jusque-là, les feuillus sont connus sous forme de restes anthracologiques, donc le charbon de bois ou de pollen. Donc ça, c'est une grande découverte. Donc j'espère qu'on en aura d'autres, et puis que vous ferez aussi des découvertes. Je vous ramène dans le Haut-Galèbre, dans le fond de Galèbre, en allant promener. J'allais chercher les champignons, je n'ai pas trouvé comme d'habitude. Je suis meilleure aux fossiles qu'aux champignons. Donc dans les éboulis, mais c'est vrai qu'ils ne poussent pas trop par là-dedans, les champignons. J'avais trouvé ce reste d'arbre. Donc ici, Olivier Sivan, j'y arriverai. Donc Olivier Sivan, donc ça c'était en 2001, qui était venu échantillonner pour sa thèse ce reste d'arbre. J'ai dit, tiens. Et bon, on ne travaille jamais tout seul, donc ici on connaît le coco de Prats, hein, donc Claude Thomas, qui est venu nous prêter main forte. Donc merci à monsieur le maire qui a accepté que la commune participe à ce travail. Et donc on est allé tronçonner l'arbre, vous voyez, c'était en amont des petits arbres qui se trouvent là, et il fallait bien transporter tout ça jusqu'à Mario, justement. Et alors pour la petite histoire, donc il y avait Jean-Pierre Roux, qui gardait ses brebis dans le coin, qui nous surveillait, qui disait qu'est-ce qu'elle fait la miette là-bas, qu'est-ce qu'ils ramènent, ils ont dû attraper un cochon, bon, qu'est-ce qu'ils font et puis en fait il s'est méchamment moqué de moi parce qu'il me dit oh, mais qu'est-ce que tu es allé chercher des arbres là-bas dedans? Les anciens ils savaient très bien que de toute façon dans le fond de Galèbre, autrefois il y avait une forêt de mélèzes. Je dis zut alors, bon ben si les anciens ont connu la forêt de mélèzes, bon ben tant pis, on aura une indication sur l'âge de cette forêt, mais si le papy il avait vu ça, ben, en fait c'était pas le papy. Donc les anciens qui habitaient Limeré ou d'autres secteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient des troncs d'arbres descendre du Haut-Galèbre et ramener des morceaux de mélèzes, chacun reconnaît ça, et chacun, les anciens reconnaissaient bien,
Et puis il se disait, ben, il reconstituait le paysage de l'époque, il se disait, ben, dans le temps, il y avait une forêt de mélèzes, même s'ils ne les avaient pas vues. Hein, donc nous, scientifiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est apporter la datation que ben, les anciens ne pouvaient pas avoir. Hein, donc cette datation, vous l'avez là. Moi j'étais contente, c'était mon premier mélèze, et c'était le premier mélèze connu de cet âge-là. Donc 1800 before présent, hein, donc c'est tout début de l'ère chrétienne. Donc c'est un arbre qui est daté de l'Antiquité. Donc ça, ben, peut-être ça peut rappeler l'histoire des éléphants d'Hannibal, tout simplement ben, parce que ben, on connaît très bien l'époque romaine avec un climat différent, et peut-être aussi développement de mélèzes plus haut qu'aujourd'hui. Hein, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, donc ben, voilà, on ne le savait pas, mais justement parce qu'on partage les savoirs, on arrive à avoir des informations remarquables. Alors on continue à échantillonner, à trouver des choses, à trouver des arbres qui sont un petit peu moins vieux. Alors ça aussi c'est remarquable sur Prats Haute-Pléone, puisqu'on a des arbres qui sont datés de la période médiévale. Et donc là j'espère que ça fera plaisir à Linda, à Lisa, parce que ça l'aidera justement à avoir des informations d'arbres sur pied et peut-être différentes essences. Donc avec l'équipe à la fois de Lisa, de Jean-Louis Édouard, et puis d'autres, on travaille à la fois sur l'histoire archéologique récente, du bois dans le bâti, du bois dans la nature, et puis on travaille également avec Thierry Gauquelin, Coralie Matteau, sur des arbres vivants. Donc j'espère qu'un jour on arrivera à dater ces arbres, les fameux mélèzes anciens donc de Prats, mais on travaille également sur des genévriers de Phénicie. Alors ce sera peut-être aussi les genévriers turifères de Prats, pas pour l'instant, mais donc certains genévriers qui sont connus pour être millénaires, 1000 ans dans les gorges du Verdon, 1300 ans dans les gorges de l'Ardèche. Donc il faut battre le record, mais on y travaille. Donc voilà, donc ça c'est un travail qui est très important, qui est en cours et auquel vous pouvez participer tous. Hein, parce que vous avez la connaissance du terrain, vous allez vous balader partout pour une raison ou pour une autre. Vous connaissez ben, des ruines, des bâtiments en train de se faire bousiller. Vous avez sûrement vu des arbres dans des torrents et qui sont peut-être subfossiles. Donc faites-nous le savoir parce que c'est important. On est dans un moment clé où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se détruire. Et ceci dit, ben, si on veut construire ces référentiels pour notre région, c'est le moment ou jamais. Alors, on n'est pas beaucoup à y travailler, mais vous avez cette connaissance locale. Donc, aidez-nous à construire cette mémoire de notre région, parce que c'est la mémoire aussi de notre bâti, des anciens qui vivaient là, des bergers qui ont utilisé ben, tantôt du mélèze ou d'autres bois. Ça renseigne aussi sur le commerce, sur toute la vie locale, mais ça renseigne aussi sur les paysages de l'époque et l'évolution donc de nos forêts en lien avec l'évolution climatique, avec l'impact humain, et puis pour ce qui est très ancien, avant l'impact humain. Donc on a souvent l'impression que les archéologues, les géologues, ils travaillent sur des vieilles choses, mais ça a une importance qui est énorme, parce que cette connaissance du passé nous permet de savoir vers quoi on tend, et de mesurer l'impact de l'homme sur l'environnement. Hein, donc ce travail, et puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais Bernard tout à l'heure, ou je ne sais plus, c'était peut-être, je sais plus qui avait posé la question, sur la connaissance des arbres aujourd'hui et du stress qui vivent aujourd'hui. Hein, donc il y a des équipes, dont Thierry Gauquelin, qui travaillent sur la chenille pubescente à Saint-Michel Observatoire, et qui font des mesures, et qui font aussi des tests sur la forêt vivante, pour voir comment réagissent les arbres lorsqu'on les abrite, on provoque lorsqu'on les abrite de l'eau et qu'on leur donne moins d'eau. Donc on provoque un stress particulier et après on va mesurer comment l'arbre l'a enregistré. Et comment est-ce que les différents arbres exposés soit à trop de lumière, on parle parfois de l'éclairage de nos monuments dans la nature ou dans les villages, comment est-ce que ça stresse les arbres, et comment aussi nous mieux gérer nos activités pour mieux respecter notre environnement. Hein, donc ben voilà, il y a un patrimoine qui est très riche d'informations, toutes ces archives-là sont encore en place, donc
des trucs qui ressemblent à rien, comme ce bout de mélèze, je veux dire, il est moche, il ressemble à rien. Mais effectivement, c'est très important, parce que là, après, dans le massif des Monges, c'était le seul mélèze. Donc il y a parfois des trucs qui nous paraissent dérisoires, mais ceci dit, ils comportent aussi une grande importance, puisqu'ils peuvent être datés, ils peuvent raconter pas mal de choses. Donc avant de mettre au feu un certain nombre de restes, éventuellement, quand vous avez connaissance de quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc vous avez ici nos contacts, parce que nous, ça nous permettra de vous aider à faire parler cette mémoire des archives anciennes, de les faire parler, de les conserver aussi, et puis de les transmettre aux générations futures. Voilà, donc j'ai assez blagué, je crois que j'ai largement dépassé le temps. Mais j'ai pas...